Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Belindola et réalisé par Andrea Villechange et Zélie d'Allemagne. Actrice solaire qui aime explorer les zones d'ombre, elle arrive à la Comédie Française en 2003 et est nommée sociétaire 4 ans plus tard. Elsa Le Poivre est l'une des grandes figures de la troupe et joue actuellement en tournée le rôle principal des Cubes Pas et Cubes de Thiago Rodriguez et elle est mon invitée aujourd'hui. Elsa Le Poivre, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez joué Lucrèce Borgia, vous avez joué Sophie von Essenbeck dans Les damnés, Électre, la duchesse de Guermantes, Émilie Ekdahl dans Fanny et Alexandre, Ouais. et puis Antigone, et puis Eda Gabler, et puis Phèdre. Aujourd'hui, Nadia dans la pièce de Thiago Rodriguez, sur évidemment laquelle nous allons revenir. Des rôles de femmes puissantes qui bataillent, des rôles pas vraiment légers ni comiques. Pourquoi ça tombe si souvent sur vous, ce genre de rôle, Elsa Le Poivre? On attaque fort. Je sais pas, c'est aussi... Est-ce que c'est votre jouant voix? Est-ce que c'est votre physique? Je sais que plus jeune, oui, c'est ça, il y avait quelque chose de... Je sais pas, au niveau de la voix, au niveau de ce que je recherchais. Donc, c'est vrai que ça m'a toujours... c'est des terrains de recherche, en tout cas, qui m'ont toujours beaucoup attirée. Et puis d'un rôle à l'autre, finalement, les metteurs en scène voient aussi des répertoires, un répertoire ou je sais pas, une Un présence tropisme. ou quelque chose Ouais. qui leur inspire la tragédie plutôt que la comédie. Je sais pas. Pourquoi vous dites Enfin, après, que c'est y a votre pas que- recherche, pardon? Bah, j'aime ça. Enfin, c'est vrai que les zones, les colères, les furies, toutes ces passions-là de l'âme humaine qui sont très tortueuses me passionnent assez. Après, heureusement, il y a quand même des contrepoints. Hein. Quand je fais Marinette ou quand il y a des rôles un tout petit peu plus légers, je suis Marinette assez... chez Marcel Aimé, c'est pas exactement Non. la même la même énergie Non, que, voilà. que Les damnés. Mais j'ai beaucoup de plaisir à faire ça aussi. Hein. C'était la blague avec Eric. On avait parlé à Muriel Mayette, on lui avait dit mais on rêve de faire un Feydeau en fait. Parce que lui comme moi, on était un peu toujours distribués dans des partitions plus tragiques, quoi. Au conservatoire, vous dites qu'on vous conseillait d'aller chercher les zones d'ombre. C'est vrai que vous avez ce sourire et cette blondeur, cette forme de joie qui contraste un peu avec ces rôles. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, on vous conseillait d'y aller de ce côté-là, des personnages? En termes de formation aussi, ça sont les années d'école, c'est là où d'ailleurs les graines sont semées. Et donc c'était Stuart Side qui m'avait fait travailler un Pinter. C'était hier, ça s'appelle. Et Stuart Side, justement parce que physiquement, il y avait quelque chose d'assez aérien, il me disait ce serait important et intéressant que tu puisses aller chercher justement ces zones d'ombre-là, ces rugosités, voilà. Et en fait, ce chemin-là m'a énormément plu. Dès le début, en fait, dès votre apprentissage. Oui, c'est-à-dire que j'ai aimé finalement ce que ça a ajouté. C'est-à-dire que, en fait, j'ai aimé la démarche de dépasser physiquement quelque chose. C'est-à-dire que souvent, d'ailleurs, les acteurs, je pense qu'on souffre tous de ça, de la première apparence, de qu'est-ce les gens projettent immédiatement. Moi, dans le côté grande, blonde, alors souriante, certes, mais quand je souris pas, je peux vite faire sévère ou dure, donc les gens vont se dire « Ah, là, elle est dure ». Bon, je me sens pas du tout comme ça. Donc, en fait, c'est aussi de pouvoir dire, en grattant un peu, alors je dis pas que je suis Sophie Essenbeck ou Lucrèce Borgia, mais c'est-à-dire que c'est dépasser l'enveloppe. De dire je ne suis pas que ça, je suis pas, ne plaquez pas sur moi des images ou des idées où j'aurais l'impression d'être un peu enfermée et puis que ça rapetisse. Enfin, je veux dire, on évite, on souffre d'être cantonné à une chose ou une sensation ou une image. C'est l'avantage du théâtre sur le cinéma, vous pensez? Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Après, c'est vrai que l'image au cinéma est primordiale, plus
on plaque d'autant plus quelque chose. Mais c'est la même chose. Je pense que chaque acteur a besoin de revendiquer autre chose que son physique. Alors, ce sont des personnages qui vous traversent, avec lesquels vous cheminez, parfois un temps certain, que vous allez rechercher au moment des reprises. On s'est vu l'année dernière, quand vous étiez en répétition, vous repreniez Lucrèce Borgia. Je me souviens très bien de votre état mental, votre énergie. À ce moment-là, vous étiez dans un état de concentration intense, recherché, il m'a semblé. Quelle trace ces personnages, Lucrèce, peut-être Nadia, le personnage chez Thiago Rodriguez, a-t-elle déjà laissé des traces sur vous? Quelles traces ces personnages laissent-ils sur vous? Oui, ils sont des grands rôles, des beaux rôles féminins, sont des grandes figures féminines. Nadia en fait partie, même si c'est créé de toutes pièces. Donc dans ces grandes figures, on peut y puiser, y mettre tellement d'émotions variées, diverses. Sont des rôles où on peut tout jouer dedans. Lucrèce, elle a cette partition qu'a écrite Victor Hugo, c'est vraiment avec l'humour, avec presque la comédie à un moment donné avec le Don Alphonse. Il y a et puis la tragédie avec le fils et tout. Enfin, il y a tout à mettre. Donc, comment dire, c'est comme s'il y avait tous ces terrains de recherche sur chaque rôle aboutissaient à... Enfin, là, on pouvait tout rassembler, tout faire un cocktail un petit peu de tout ce qu'on avait, de toutes les expériences qu'on a déjà traversées. Enfin, Vous, à titre personnel ou en tant qu'actrice? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est souvent ça. C'est-à-dire que on fabrique tellement les rôles avec ce qu'on est, avec... là où on en est dans nos vies, dans ce que la vie nous fait traverser aussi parallèlement, c'est vraiment le sujet des cubes, pas écubes, on arrive avec ces bagages-là, on arrive avec ce passif-là, artistique, mais aussi vital, aussi d'expérience. Et ce sont des rôles où on peut vraiment déployer, en fait, toutes ces blessures, toutes ces joies, toutes ces expériences. On peut, voilà. Et moi, je trouve ça... C'est une chance d'avoir des rôles pareils pour pouvoir justement expulser, hurler ou pleurer tout ce que la vie nous fait traverser. Une fois, à l'antenne de Quelle Comédie, j'ai reçu un journaliste du Papotin qui m'avait dit, qui était comédien aussi, ce magazine qui récemment est venu interviewer Récruf, c'était à cette occasion, et il m'a dit moi je joue parce que je sculpte ma souffrance sur le plateau. Et Récruf était là et a réagi à ça en disant je me retrouve énormément là-dedans. Est-ce que c'est une formulation qui fait écho à ce que vous ressentez? Oui, au bout du compte, quand on regarde un petit peu avec distance une traversée la traversée d'un rôle, le mot sculpter me paraît juste. Après, j'aimais bien aussi, alors je ne sais plus qui avait dit ça, mais c'était en fait, on passe notre temps, il y avait aussi une métaphore comme ça qui disait, on passe notre temps à gratter, c'est comme si on avait une blessure et on grattait la croûte et qu'on refaisait saigner chaque fois. C'est-à-dire que il y a aussi ça. Donc là, c'est un tout petit peu plus brutal comme image, mais c'est qu'à chaque fois, on vient, voilà, et on réouvre les plaies pour construire ou fabriquer ou faire vivre un personnage aussi. Et quand vous sortez du plateau, elle se referme naturellement, comme par magie, ou alors il faut... Elle vous accompagne le temps du rôle. Ouais, ça dépend des rôles. Moi en général, je ne cherche pas à poursuivre. Mais parfois, j'ai pas le choix. En fait, je sors, là, Lucrèce en fait partie. Je me souviens de Macha aussi, c'était pas si facile d'en sortir. Les Trois Sœurs, de Tchekhov. Nadia, là, Sophie von Essenbeck. Enfin, en fait, ça dépend aussi comment se terminaient les pièces. Mais quand elle finissait sur une note vraiment brutale ou très intense, je me rends compte que même avec toute la volonté du monde, j'étais quand même un peu nimbée d'un espèce de filtre douloureux qui mettait un tout petit peu de temps à se dissiper. Mais après, voilà, c'est encore une fois,
j'aime ce mot d'artisanat c'est un rituel, le théâtre. C'est ça qui est magnifique. C'est juste ce phénomène qui fait c'est la petite distance, en fait, qui est là naturellement de par le processus théâtral. Et ça, c'est parfait. Enfin, je veux dire, ça remet les pieds sur terre tout de suite. Ça vous protège ? Oui, beaucoup. Il y a des rôles que vous avez refusés parce que à ce moment-là, au moment où on vous les propose, c'est trop difficile ? Non. Alors là, c'est un non franc, Non, ferme ouais, et définitif. Non, parce que ces explorations-là m'attirent, me font pas peur. J'ai pas peur, en fait. Et plus le temps passe, c'est pas que j'ai pas peur. J'ai le trac, vous n'avez pas peur des rôles ? Vous n'avez pas peur de ces femmes ? Non, au contraire. Non, au contraire. C'est fascinant, voire même exaltant, en fait, de se dire, tiens, je vais aller explorer cette zone-là, qui est un peu périlleuse, qui est un peu... Et puis, j'essaie le mieux que je peux les rapprocher de plus en plus, justement. C'est-à-dire d'être sur cette crête-là, cette espèce de frontière un peu indicible, je sais pas. Les rapprocher de vous ? Oui, et puis parfois, voilà, qui flirtent avec des zones un peu complexes. Ça, c'est... Mais bon, donc c'est des prises de risques. Mais si on ne prend pas de risques... Ça vous intéresse ennui. pas ? Bah non, on s'ennuie. Alors, l'avantage, vous en parliez de l'alternance, c'est que quand même, vous pouvez passer de Sophie von Essenbeck des damnés à Marinette. Ouais. Ça vous permet de recharger les batteries. C'est quoi l'avantage, au-delà de l'avantage artistique, d'explorer des rôles totalement différents, d'une petite fille et d'une... Oui, parce que la petite fille, elle a ses zones d'ombre aussi. Mais en effet, c'est en termes de nature de spectacle aussi, ou parce que c'était Marinette, mais c'était toute l'aventure humaine aussi avec Véronique, avec Raphaël, Véronique Vella, oui, et puis les équipes, les acteurs, et puis le sujet, voilà, les musiques. Ça aussi, c'est la grande chance, évidemment, que je mesure chaque fois, chaque nouvelle saison. La chance qu'on a ici à la Comédie Française, ces alternances-là sont extrêmement équilibrantes pour ces raisons-là, où d'un coup, un rôle... qui nous emmène dans des affres douloureux, d'où d'un coup on peut le rire prend le relais ou la musique, la douceur, voilà, et on en a besoin. Sinon il peut y avoir des périodes un petit peu forcément les rôles ils nous accompagnent aussi dans la vie, donc parfois je suis obligée de raisonner d'une manière très presque à parler à voix haute, à me dire c'est normal qu'aujourd'hui tu te sentes obscur parce que ce soir tu joues ça, voilà, ça y est, tu te lèves et forcément tu sais que ta journée elle va se clore avec ce spectacle-là. Elle se projette vers ce moment-là. Oui, il y a toujours une préparation finalement toute la journée. Alors, votre camarade Dominique Blanc écrit dans son livre Chantier et Jeux que pour elle, l'épisode dépressif, c'est une espèce de moment inéluctable pour l'acteur ou l'actrice, que c'est un passage obligé. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, son livre est formidable. Ouais. Elle se confie d'une manière tellement simple et limpide. Oui. Alors après, c'est dépressif avec un dé plus lumineux, parce qu'on sait que c'est au service de notre métier. Et de ces personnages qui finalement qui sont finalement des soupapes aux épisodes dépressifs qu'on peut connaître dans la vie. Que tout à chacun traverse. Ouais. Exactement. Alors vous dites souvent en interview que vous aimez la vie de troupe, que vous aimez être sur un plateau. De plus en plus, vous avez de plus en plus envie d'être sur un plateau. Qu'est-ce qui fait de cette expérience avec Thiago Rodriguez? Vous êtes en tournée quand même depuis le mois de juillet. Alors il y a eu des petits arrêts, mais vous avez commencé à Avignon et ensuite vous enchaînez avec la tournée. Vous êtes actuellement en tournée. Donc c'est l'essence même de la vie de troupe. Vous êtes... vous ne venez plus à la Comédie Française, sauf pour enregistrer ce podcast, et vous êtes quelques-unes à partager votre vie quotidienne, et ce jusqu'à l'année prochaine, oui. Jusqu'en février 2025. Cette expérience, peut-être d'abord de vie de troupe, vous la décrivez comment? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que c'est pas harassant? Est-ce que vous avez envie de vous poser chez vous et d'allumer la télé? C'est comment cette vie de troupe? Non, c'est... En tournée.
En tournée, c'est... À l'étranger. Moi, j'adore les tournées. J'adore ça. J'adore le mouvement, j'adore... c'est la découverte de pays, d'endroits où je ne serais pas allée. Bratislava, ou si, quelqu'un peut y aller, évidemment. D'ailleurs, c'est absolument ravissant. Mais je me dis, c'est cette chance-là inouïe de pouvoir découvrir des endroits, des peuples, des civilisations. Enfin, voilà, là, Belgrade, j'étais sidérée. Vous rentrez de Belgrade et vous partez à Ljubljana. Exactement. C'est merveilleux quand même. Et puis la vie de troupe, c'est découvrir, c'est d'avoir un peu plus de temps pour aussi découvrir les camarades. Alors certains, je les connais déjà pas mal. Denis Podalides, Éric Genovese et Loïc Cormery, on se connaît bien. Va, ouais. Mais Elissa Aloula, Sephora Pondy, alors Gaëlle aussi, Camille Lidi, on se connaît bien. Mais c'est des moments un peu privilégiés où le rythme qu'on a régulièrement ici fait qu'on se voit, mais c'est souvent à 100 à l'heure, en fait. Alors que là, forcément, on est concentré sur un spectacle. C'est aussi ce plaisir-là de pouvoir suspendre un peu le temps et d'être les uns avec les autres, d'arriver dans des lieux qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a quelque chose qui nous soude, qui nous réunit autour d'un projet commun dans un espace qu'il faut découvrir. Bon, on a fait la création avec les techniciens, avec nos chefs de service de la Comédie Française. Il se trouve que maintenant, il y a un relais avec l'équipe technique de Toulouse, qui sont absolument adorables. Donc là, on est exactement dans cette phase-là où ça y est, on fait connaissance, on se rapproche les uns les autres. Voilà, et je me dis, mais c'est merveilleux de faire connaissance toujours avec des personnes nouvelles, de se dire qu'on est tous ensemble pour défendre un spectacle, surtout que là, Thiago ne nous accompagne pas, Sophie Bricard était avec nous, c'était son assistante, a pu nous accompagner sur la première ville, mais maintenant on est livré à nous-mêmes, donc voilà, ça demande C'est une grosse responsabilité. Oui, une autonomie aussi de travail qui fait du bien parce qu'ici, chacun est à son poste, on est très, très entouré. Là, d'un coup, on se dit, c'est le saut un peu dans le vide et puis il faut que le spectacle soit à un certain niveau. Enfin, voilà, ça demande une conscience professionnelle, mais qui est bien, qui demande une rigueur nécessaire à nos métiers et justement où à aucun moment on peut se poser sur nos lauriers, enfin voilà, être... Non, ça, c'est une exigence de chaque minute. Alors ce spectacle, Écube, pas Écube, on va y venir, Thiago Rodriguez, c'est en soi, au-delà de la troupe, de la tournée et de la première à Avignon, quelque chose de particulier, c'est un parcours particulier, c'est un travail particulier. Est-ce que vous voulez nous en parler ? Oui, ça a été un processus de travail étonnant. J'ai déjà été dans des processus bousculants, ou en tout cas avec Julie Deliquet, notamment sur Fanny Alexandre, ou le Molière qu'on a fait l'année dernière, enfin qu'on a repris l'année dernière. Ou je pense à Pedro et le Commandeur, où d'un coup c'était de l'improvisation aussi, et avec Omar Porras. Et là, d'un coup, lui, il y a un sujet, donc ça c'était très clair, donc on avait absolument le sujet du spectacle, mais c'est 3 sessions de travail pour finalement entrer dans le processus d'écriture pour lui, à l'aune de nous connaître, je crois qu'il a eu la distribution qu'il voulait au départ, mais tout en nous rencontrant, il écrivait les scènes. Donc ce qui est troublant pour moi, c'est que c'est totalement le parcours d'une personnalité, d'une actrice avec laquelle il a travaillé. Donc c'est quelqu'un d'autre que moi. Votre personnage Nadia est inspiré voilà, de quelqu'un qu'il connaît lui. D'une actrice qui a travaillé avec lui. Et à travers ce personnage de Nadia et donc cette autre personnalité actrice, il a mis de moi, de ce qu'il voyait, comment j'étais en répétition, comment j'échangeais, comment je discutais les points sur lesquels on était tous en débat avec lui. Et ça, je le ressens énormément. C'est-à-dire que je sens qu'à travers ce parcours de mère, d'un enfant autiste profond, d'une actrice au travail dans un processus de création d'Écube, donc c'est un hommage au théâtre, aux acteurs, aux comédiens,
un hommage aux mères, un hommage aux femmes en lutte. Peut-être rappeler rapidement, les Écube pas Écube, c'est l'histoire de Nadia, qui est comédienne, qui répète Écube de Ripide, qui joue ce rôle donc de mère trahie, qui perd ses enfants, et qui parallèlement à cela vit un drame personnel, puisqu'elle intente un procès contre l'État pour maltraitance de son fils atteint qu'elle a d'autisme. confié, qu'elle a mis dans un établissement qui s'est avéré défaillant. Voilà, et donc ce sont ces presque 3 histoires. L'histoire d'Écube de Ripide, l'histoire des répétitions, donc le théâtre, et puis l'histoire de cette femme face à la justice française, qui s'entrecroisent, et vous portez le rôle de Nadia et d'Écube, enfin vous jouez Écube. Et ça s'entrecroise par les thèmes. Les thèmes abordés dans ces 3 pôles-là, les thèmes abordés s'entrecroisent et se tricotent vraiment d'une manière, notamment Écube, qui est une figure, moi, que j'ai découvert. Parce que vous n'aviez jamais joué ? Jamais, et voire même j'avais une méconnaissance. On connaît les grandes figures, les Médée, mais Écube, voilà, c'est un nom moi que j'avais vu, c'est Loïc qui me rappelait dans Hamlet, on parle d'Écube dans le spectacle des comédiens, mais je ne connaissais pas. Et cette figure de mère, cette mère qui a perdu tous les siens à la guerre de Troie et qui tout à coup a confié un enfant à un ami, et cet ami l'a trahi et a tué cet enfant. Et ça, c'est ce qui va déclencher chez elle la furie. Alors que elle subissait son sort de mère Dolorosa par le biais de cette guerre où elle disait, bon, c'est mon sort. Voilà, donc c'était une figure de femme en douleur, fracassée, mais tout à coup, cet enfant qu'elle croit avoir sauvé, qui est trahi par l'ami pour l'or, pour l'argent, provoque chez elle un volcan. Voilà, crée chez elle une énergie de lutte, de rendre justice. Voilà, et ça, c'est le sujet de Nadia, qui va se battre désespérément et qui va gagner. Enfin, en tout cas, avec les points d'humour que Thiago met comme il met dans tous ses spectacles, qui va se battre pour son fils et pour tous ses enfants, là en l'occurrence les enfants, mais aussi on pense à toutes les personnes qui sont démunies, handicapées, qui n'ont pas les mots, ou qui, en l'occurrence Otis, le fils de Nadia, n'a pas les mots, et donc c'est comment trouver les mots pour lui, comment hurler sa rage et son désespoir et sa lutte pour deux, quoi. Son combat, Nadia, et celui d'Écube, c'est la même énergie. C'est les mêmes sont les mêmes moteurs ou les mêmes déclencheurs. Oui, c'est d'en référer aux politiques, de dire ça n'est pas juste. Je viens de subir quelque chose qui n'est pas juste, dont je suis victime, comme mon enfant ou mon fils dans les deux cas est victime, et ça n'est pas possible, c'est impossible. Donc comment on fait? Comment on fait pour que ça tape plus haut, quoi, que ça aille plus haut, que ça... Et c'est une bataille contre l'État, c'est une bataille pour Écube contre... Elle se réfère à Agamemnon qui est le... Contre le pouvoir. Contre le pouvoir, et de dire, voilà, il faut rendre justice parce que là, ça n'est pas possible. Alors vous aimez vous approprier vos textes en les apprenant, enfin vos personnages en apprenant vos textes. Oui. Là, bon, ça a été un peu compliqué puisque vous avez dû commencer les répétitions sans texte, en fait, avec un texte qui arrivait au fil des répétitions. On a fait un chemin les uns vers les autres. C'est-à-dire que Thiago, moi, je lui avais confié, en effet, que j'avais plaisir à avoir ce temps-là pour moi, et puis cette liberté, finalement. Moi, là, c'est vrai que l'apprentissage, il est dans la découverte de ce que je vais pouvoir mettre dans le rôle, mais c'est aussi la liberté de la mémoire, qui est quand même... une grande étape pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai que plus j'ai cette étape-là franchie, plus je suis heureuse. Alors, il savait ça. Parce que vous naviguez beaucoup plus librement dans le jeu. Oui, c'est-à-dire que il y a un cap qui se passe plus rapidement, et donc c'est plus savoureux ensuite de se dire je suis moins dépendante de l'apprentissage ou de l'obstacle texte, parce que moi, sincèrement, une semaine avec le texte en main, ça va, mais assez vite, j'ai l'impression d'être entravée un petit peu dans ce que je pourrais explorer. Bon, voilà, après, tout le monde ne le vit pas comme ça. Hein,
Mais moi, c'est vrai que je me sens beaucoup plus libre une fois que je me débarrasse de la brochure. Alors du coup, Thiago, comment dire, il s'est contraint. Il s'est dit, bon, je sais que Denis était un peu dans le même cas que moi. Denis Podalides, Oui. votre camarade. Et puis et mes camarades aussi, mais je n'ai pas souvenir d'un grand débat là-dessus, mais on était tous assez d'accord aussi. Et donc, il a réussi à nous donner quand même le texte 15 jours à peu près, avant le début des répétitions. Donc, évidemment, moi, j'avais quand même des petits pavés. Donc, j'étais un petit peu en retard sur la liberté dont je parle. Mais bon, je me suis astreinte et en bossant régulièrement tous les matins, j'ai essayé de rattraper. Mais c'est vrai qu'arrivé à la première, j'avais quand même un petit peu ce petit vertige qui est très inconfortable, mais qui crée quand même... Je me suis dit, bon, ça fait partie du processus de ce spectacle. Il faut toujours accueillir en fait les épreuves et les nouveautés et puis les moments où on est déstabilisé. Enfin, moi, je suis assez effrayante de ça. Donc, j'avais jusqu'à les 8-10 premiers, on était tous un peu frais. On se le disait sur cette première scène, notamment chorale, de répétition, ces premières 20-25 minutes. On était tous un tout petit peu sur le qui-vive, à se dire, tiens, qui parle après voilà, qui était une sensation qui a fait partie du processus de la création de ce spectacle. Et je pense que ça donnait aussi l'électricité et le charme de cette aventure. Alors, on va conclure, mais avant de conclure, je voudrais vous poser une dernière question. Quel était le rôle de vos rêves quand vous étiez jeune étudiante au conservatoire ? J'en avais pas. J'avais pas. Enfin, en fait, j'ai eu jeune étudiante au conservatoire. J'avais eu le bonheur d'avoir déjà joué Nina dans La Mouette chez Pierre Debauche. Et par exemple, c'est ça qui me vient là quand vous parlez de rêve. Je me dis une Nina, mais voilà, j'avais un Tchekhov, forcément. Ouais, j'avais eu ce bonheur-là d'avoir eu à 21 ans, 22 ans cette chance-là. Donc après, ça pouvait rejoindre cette sensation-là d'une Nina qui parle théâtre, justement, aussi. J'aime énormément les rôles qui rendent hommage aux actrices, aux acteurs. Ça en fait partie. Je sais qu'Émilie, dans Fanny Alexandre, c'est le cas. Là, Nadia, c'est le cas. J'aime beaucoup quand il y a une petite mise en abîme avec votre propre la parcours, beauté de... Ouais, puis la beauté de nos métiers. Alors, et votre rôle, aujourd'hui, vous rêveriez de quel rôle ? Parlez sans crainte. Ouais, non, mais sincèrement, moi, je rêve au rôle quand on les propose, en fait. Et je me dis, oh, quelle chance, je vais jouer ça. Voilà. Mais j'ai pas... Parce que je crois que j'ai pas... c'est un combat de chaque jour de ne pas avoir de frustration. De me dire, ah mince, je rêverais d'un rôle et que peut-être je jouerai jamais. Voilà, j'essaie de pas être dans cette logique-là. Donc, du coup, j'ai pas de... Non, j'ai pas de rêve inassouvi. Des rêves ou 1000 rêves. Oui. Merci beaucoup. Elsa Le Poivre. Alors bon, voilà, vous repartez en tournée, Slovénie, Turquie, Toulouse, Suisse, Antibes, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg, La Rochelle. Je m'arrête parce que sinon vous allez avoir le tournis. Vous arriverez en alternance salle Richelieu avec ce spectacle Écube, pas Écube du 28 mai au 25 juillet 2025. Vos camarades Éric Genovès, Denis Podalides, Loïc Corbery, Gaël Camilindi, Elissa Aloula et Sephora Pondy vous accompagnent dans cette aventure. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Vilchange et Zélie Dalmagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.